Donc, on va commencer ces 20 minutes si ça vous va. Hop là. Je vais commencer par vous présenter un peu le contexte en fait, ce qu'on fait à la région des Pays de la Loire parce que ça éclaire effectivement pourquoi on a besoin de cette stratégie de référentiel. Donc, on est un conseil régional, donc une collectivité territoriale avec des élus qui gèrent un budget et qui ont des compétences par rapport à ce budget-là. Les compétences principales de la région, c'est le transport, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, les lycées, l'enseignement sup, l'environnement, l'économie, le tourisme, l'immobilier, la culture et le sport. Ça fait beaucoup de métiers pour une structure qui n'est pas si grosse que ça. Ce qui signifie qu'on doit être très organisé dans nos fonctions support, qui sont notamment toute l'organisation numérique, la partie finance et la partie communication. Puisqu'on a à la fois des données transversales qui sont communes à toutes nos directions métiers et on a des données très spécifiques à chacun des métiers, comme le transport par exemple, pour ceux qui connaissent un peu, avec ce qu'on appelle les GTFS pour gérer les horaires, les arrêts, ces choses-là. Mais c'est la même chose dans chacun de nos domaines en fait. Donc on a besoin d'avoir une organisation autour de nos données pour pouvoir automatiser les choses, les organiser et surtout gérer des métiers très différents avec des fonctions support communes à tous ces métiers. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget annuel de la région en 2023, c'est près de 2 milliards d'euros. Et sur ces 2 milliards d'euros, on a tout le fonctionnement de notre collectivité. Et le fonctionnement de notre collectivité, c'est deux choses. À la fois les agents qui font des choses de façon opérationnelle, l'activité continue, et puis c'est des subventions, des aides pour, dans chacun de ces domaines-là, aider des acteurs du territoire à agir. Et donc ces subventions, c'est ce que nous on appelle des interventions. Et des interventions, là en septembre 2023, on en a 281. Une intervention, c'est à la fois une aide, un prêt, une avance remboursable, une aide en nature, une subvention. Donc c'est tout un ensemble de choses, et ce que ces choses ont en commun, c'est qu'elles sont définies par un règlement d'intervention. Et ce règlement d'intervention, il va fixer toutes les conditions. Quel est le montant minimum, le montant maximum, de quand à quand est-ce qu'on peut faire la demande, comment ça s'appelle, pour nommer correctement cet élément-là, quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier. Et ça vit dans le temps. Une année, on va avoir certaines conditions et puis on va adapter. Donc l'année d'après, on va modifier certains curseurs, on va modifier certaines conditions, on va rajouter un public supplémentaire. Donc toutes ces 281 interventions, elles nous permettent de mettre à disposition du territoire pour agir 635 millions d'euros cette année. Si on fait un petit zoom uniquement sur la partie aide économique, qui est un de nos métiers, ça représente 88 millions d'euros. Et avec ces 88 millions d'euros, cette année, la région, elle a accompagné, subventionné 6506 dossiers d'aide, de prêts, etc. Et ces 6506 dossiers, ils correspondent en fait à 79 interventions. Donc dans notre portefeuille d'action, on a 79 dispositifs auxquels 6506 personnes ont eu accès. Et sur ces 79 dispositifs, il y en a 79, c'est ça, qui sont gérés avec des opérateurs partenaires, pour vous donner la complexité. Il y a des dispositifs qu'on ne gère pas en propre, en fait. On les gère avec la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, avec la BPI, qui vont accompagner les entreprises aussi pour bénéficier de nos dispositifs. Donc il faut qu'on sache de quoi on parle. Il faut qu'on soit d'accord avec nos partenaires sur ce qu'ils déploient pour le compte de la région, comment ils le déploient. Et une fois qu'ils ont agi, il faut aussi qu'ils nous renvoient l'information pour nous dire on a accompagné telle entreprise sur ce dispositif-là, dans ces conditions-là. Donc on a besoin effectivement d'avoir un référentiel qui pose clairement quelle est notre offre dans notre portefeuille d'action en termes d'intervention et qui soit une sorte de terrain d'entente avec nos partenaires pour dire voilà, le dispositif aujourd'hui c'est ça, il fonctionne comme ça, ses limites c'est ça. Et quand les partenaires nous renvoient des informations sur ce qu'ils ont fait, il faut qu'on parle également le même langage. Donc ce référentiel d'intervention, il sert à ça. Je prends une petite seconde pour boire une gorgée d'eau. Alors, à quoi ça sert concrètement dans notre mode de fonctionnement, les interventions? On les utilise dans les votes et les délibérations, quand les élus décident de créer une nouvelle intervention, d'en clore une ou d'en modifier une. On les utilise dans notre communication, puisqu'on informe sur ce qu'on fait.
Et dans ce cas-là, on les utilise dans nos événements, sur le site de la région, dans des documents papier. On les utilise aussi pour suivre les dossiers. On va retrouver les interventions dans notre outil de demande d'aide, où chacun d'entre vous peut se connecter pour voir si un dispositif il peut être éligible et pour faire une demande de dispositif, mais aussi dans notre logiciel de finance derrière pour suivre l'instruction des dossiers en exécution. Et enfin, dans notre décisionnel, pour pouvoir rendre compte de ce qu'on a fait. Sur quelle intervention on a aidé quel public, pour quel montant, etc. Et puis enfin, on va retrouver ces interventions sur le site web de la région où on informe les usagers, mais également sur les sites des partenaires qui travaillent avec nous en commun sur des domaines. Donc on va trouver dans les bases de l'ONICEP, avec l'État dans les outils de France Travail ou également dans les données que nous renvoient nos partenaires, comme je vous le disais. Les enjeux. L'objectif principal des interventions, c'est d'améliorer et d'harmoniser la qualité de nos données. L'idée, c'est que si nos dispositifs sont correctement décrits, on va être en capacité de mieux suivre toutes les données qui sont associées et on va mieux maîtriser l'action de la région. On va également perdre beaucoup moins de temps en instruction. Comme je vous le disais, un dispositif, il faut le suivre à chaque fois qu'il évolue. Donc si sur 2 ans, un dispositif change 4 fois de règlement d'intervention, il faut changer 4 fois le document. Il faut aussi changer les métadonnées qui sont associées. Ce dispositif-là, s'il est diffusé sur 3 sites web différents, le site web de la région et 2 sites web du coup de partenaires métiers, c'est-à-dire que ces 4 modifications, tout de suite, ça en devient 12 en fait. Et à l'échelle de nos 240 interventions, ça représente très vite un très gros surcroît de travail de démultiplier toutes les mises à jour par le nombre de points de support de diffusion. D'autant plus que lorsque ce n'est pas fait correctement, on peut créer des erreurs, puisqu'on crée une asymétrie dans l'information. Et donc, un usager peut accéder à un règlement d'intervention qui n'est pas à jour et demander à bénéficier d'un dispositif qui ne correspond plus à la description qu'on lui a transmise. Ou un partenaire peut déployer un dispositif qui ne correspond plus à la description qu'on lui a transmise. Nous-mêmes, quand on rend compte, si un dispositif n'est pas correctement nommé, moi ça m'arrivait, avant de mettre en place le référentiel, de trouver 4 libellés différents pour un même dispositif. Ça veut dire que quand on récupère les données et qu'on les agrège, il faut aller partir à la chasse, trouver tous les endroits où on a des données qui correspondent au même dispositif et tout réagréger ensemble. Avec un bon référentiel, on peut connecter ça en direct, les données sont agrégées en direct puisque tout est harmonisé, et on a une donnée de qualité qu'on traite avec une meilleure périodicité, meilleure fréquence de traitement. La définition du coup d'un référentiel. Le référentiel, c'est un ensemble de données normées selon un format d'échange, décrites, dédoublonnées, tenues à jour, gouvernées dans un impératif de continuité diffusable dont l'objectif est d'alimenter des systèmes tiers avec une donnée de référence. Je vous en ai déjà un peu parlé. Chaque mot, en fait, a son importance. Le gouverner, notamment, est très important. Puisque vous travaillez dans le domaine de la donnée, vous voyez tous l'enjeu qu'il y a à bien maîtriser ces données et avoir une vraie gouvernance de poser dessus. Le dédoublonner est également très important pour la qualité des données qu'on va trouver. Le référentiel doit mener l'ensemble de ces actions pour produire une donnée de référence. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir ce qu'on appelle un MDM, un outil de gestion de la donnée maître pour produire une donnée de référence, mais dans certains cas, ça va devenir une véritable aide. C'est le choix qu'a fait la région. On a choisi de se doter de Semarchi comme outil de gestion de données de la référence pour déployer nos référentiels. Là, je vous parle du référentiel des interventions, mais on a également un référentiel des élus, on a un référentiel des tiers, un référentiel des zonages qui nous permet de disposer très rapidement et de façon technique transparente de toutes les données INSEE sur tout ce qui est échelle géographique. Et on a un référentiel du matériel roulant qu'on est en train de mettre au point qui va nous permettre de travailler avec près de 150 transporteurs toute l'année pour gérer correctement le matériel. Qu'est-ce qui est aux normes, qu'est-ce qui n'est pas encore aux normes, quelles actions doivent être menées sur un matériel roulant, où se trouve le matériel, c'est-à-dire que quand je géolocalise un car, de quel car est-ce qu'il s'agit, auprès de quel transporteur, est-ce qu'un véhicule est en cours de maintenance, est-ce qu'il est opérationnel, quel est l'état du parc. Voilà. Rapidement, l'outil de référentiel qu'on utilise, Semarchi, il a un autre avantage. Non seulement il traite la donnée de façon automatisée, donc en fait il va l'organiser, l'enrichir, la dédoublonner, la mettre à disposition via des API, mais il permet également de créer une application qui va nous permettre de gérer ce référentiel manuellement également, puisque la donnée de référence, elle peut être traitée automatiquement, mais il n'y a pas de système qui soit infaillible, et il n'y a pas de système qui puisse de bout en bout remplacer l'être humain.
Donc, il prévoit une couche qui permet aux agents d'intervenir sur la donnée, de voir l'état de la donnée, de corriger, si nécessaire, un traitement automatique qui, pour une règle particulière, une circonstance particulière, ne serait pas bon. Notre référentiel des interventions, on va se poser quelques secondes, je vais vous le présenter. Alors là, il ne faut pas que ça sera un petit peu plus technique, mais c'est rien de très compliqué, vous allez voir. Quand on a commencé par faire un travail sur notre glossaire. On ne savait pas qu'on allait travailler sur les référentiels d'intervention au début. On savait qu'on voulait travailler sur la donnée pour mieux organiser le travail au sein de la collectivité. Donc, on a travaillé avec une société qui s'appelle Webstone au début pour faire un inventaire du glossaire professionnel de la région. Quels sont les mots qu'on utilise dans la collectivité qui correspondent à un même concept et qui sont transversales en termes de soutien à nos différentes directions. Et dans ce cadre-là, on a notamment identifié le fait que toutes nos directions travaillaient sur des interventions, que ce soit des appels à projets, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a commencé à modéliser ce que c'est qu'une intervention. C'est un simple travail qui se fait sur le papier avec un Word ou un Excel. Quand je décris une intervention, j'ai besoin de savoir quoi pour poser cette intervention, pour être d'accord sur ce que c'est et échanger cette donnée avec des partenaires de façon normée. Et tout est dans le terme normé. Si on regarde cet élément qui a l'air d'être assez simple, les référentiels externes qu'on sollicite ou qu'on adopte pour décrire correctement ces dispositifs, c'est le code officiel géographique de l'INSEE, parce qu'il y a des dispositifs qui ont une emprise territoriale. C'est la nomenclature aide-territoire, parce que le site aide-territoire de l'État existait déjà et on avait une demande de l'État pour lui transmettre ces données automatiquement. C'est le décret sur les subventions, puisque une subvention, c'est déjà normé du point de vue de l'État dans schéma.gouv. Et puis, il y a ce qu'on appelle la base adresse nationale, puisque à une subvention, on va aller associer des éléments d'adresse d'un partenaire, par exemple, qui va démultiplier la subvention ou le dispositif. Et dans ce cas-là, autant que l'adresse qu'on utilise, elle soit parfaitement normée. Et puis, sur ces données transversales, ces référentiels externes, on a été rajouter des éléments descriptifs internes, propres à la région. Et donc là, il s'agit effectivement de l'ensemble. Vous avez un petit exemple en bas de à quoi ressemble le début du référentiel en mode tabulaire. Donc on a créé un identifiant unique pour chaque intervention, ce qui fait que même si elle change de libellé, on va garder le même identifiant technique, donc on va garder une continuité technique pour nous et pour nos partenaires. On a le nom, on a la descriptif, on a les thématiques auxquelles ça correspond. Si on pousse ou pas sur le site web cette intervention, si elle est active ou si au contraire elle est fermée, et quand elle est fermée, si elle est fermée parce que le dispositif est entièrement fermé, ou est-ce que le dispositif il est ponctuellement fermé de telle période à telle période avec une date d'ouverture, une date de fin, etc., etc. Le schéma que vous voyez en haut à droite, c'est la modélisation du référentiel de notre outil Semarchi. Ça a l'air complexe comme ça, en fait, mais ça ne l'est pas du tout. Vous avez un noyau au milieu qui correspond à tout ce qu'on a dans une intervention d'un point de vue texte qui va permettre de la décrire. Et puis, vous avez des éléments qui s'y rapprochent, des entités. Chacune de ces entités est une nomenclature. Alors, il y a des nomenclatures qui peuvent être très simples. Est-ce que le type d'aide, par exemple, donc subvention, appel à projet, prêt, il y en a 4 ou 5, c'est réglé. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus complexes. L'entreprise qu'on accompagne, c'est quoi les codes NAF des entreprises qu'on souhaite accompagner qui sont bénéficiaires? Là, on va voir dans la nomenclature toute la partie NAF qui correspond à ce qu'on veut accepter. Donc, chacun des éléments satellitaires que vous voyez autour correspond en fait à une liste. C'est très important pour la qualité des données, puisque comme la donnée n'est pas saisie librement, mais qu'on a une nomenclature qu'on peut tenir à jour, ça veut dire que dans la saisie, il n'y a pas d'erreur. Le gestionnaire, il saisit dans un menu déroulant et on a une donnée qui est propre. Ça veut dire que si la nomenclature change, on peut directement la modifier, et comme on a toujours une association de code et de libellé, on va pouvoir mettre en place la nouvelle nomenclature avec la transition entre les deux, et on va assurer la continuité des données. Voilà. Et là, maintenant, on a quelques petits aperçus. Comme je vous disais, l'objectif de la donnée, c'est d'abord qu'elle soit utilisée par des êtres humains. Donc qu'elle soit facile d'accès et que des humains puissent rapidement comprendre ce qu'ils vont utiliser. Et les utilisateurs de ces données métiers, ce ne sont pas des gens de la data. Ce sont des gestionnaires métiers chez nous qui ont d'énormes compétences, mais dans des domaines tout à fait différents. Donc l'intérêt du référentiel qu'on a déployé, c'est que l'interface de consultation et d'édition est très très simple. Sur l'interface de consultation, on a des vues détaillées par intervention et une vue de liste où on va retrouver tous nos dispositifs avec un outil de filtre qui permet rapidement de trouver toutes les interventions associées à une thématique, à une direction.
ça permet aussi, cette vue, de facilement mettre à jour les données, puisqu'on peut les filtrer, qu'on a les métadonnées. Quand quelqu'un part à la retraite ou quand un agent quitte la région, on peut rapidement identifier toutes les interventions qui sont associées à cet agent-là, et on va modifier en masse pour pointer l'agent qui prend la relève. Ce qui fait que derrière, on a une gestion de masse très rapide, transparente. On peut très rapidement voir notre stock d'intervention qui est associé à aucun agent, et donc dire, là, il faut tout de suite qu'on associe quelqu'un parce qu'on n'a pas d'interlocuteur sur celle-ci, par exemple. Voilà. Donc la partie consultation est très utilisée. Au-delà de ça, on a une partie édition qu'on a voulu simplissime. Donc on a un workflow d'édition avec des étapes, des champs à remplir et des menus déroulants. Des champs obligatoires, vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après si vous n'avez pas rempli les champs obligatoires. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de choses complexes où on remplit une partie et puis il faut aller dans une autre avec une rupture de la navigation, etc. C'est une seule ligne, un chemin de fer, du début à la fin. Quand on arrive à la fin, on a saisi tout ce qu'il y avait à saisir. Il y a juste un système qui permet, si on quitte en cours de route, d'aller reprendre là où on en était. Voilà. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que ça historise aussi toutes les données. Ce qui fait qu'on a un système qui est ouvert. Si on avait un système avec des droits, on serait en permanence en train de gérer les droits d'accès et on aurait de la latence dans la mise à jour de ces données-là. Là, comme tout est historisé, on sait exactement qui fait quoi. On voit quand il y a des petites bêtises de fait, donc on peut reprendre des compléments de formation. Et puis surtout, les agents peuvent se remplacer très facilement les uns les autres. Dans le référentiel des interventions, on a un deuxième référentiel qui est celui des documents associés au dispositif, qui est très important parce que c'est la partie réglementaire qui est associée aux interventions. Ce que vous voyez là, c'est une petite projection, rapidement, pour vous montrer en termes de BI comment ça nous permet de mieux contrôler notre stock, où on voit pour chaque intervention le nombre de documents associés. Voilà. Donc là, on sait que sur les aides européennes, on en a 11 sur cette aide européenne-là. Voilà. Donc on peut très facilement aller identifier là où il y a beaucoup de documents. Si on veut faire de la simplification, ce qu'on a fait il y a peu de temps, on prend ceux où il y a le plus de documents et on voit si on peut faciliter les choses, simplifier. Voilà. Et là, on a le flux de diffusion. Comment on utilise ce référentiel et comment on fait en sorte d'automatiser pour gagner et de l'efficacité et du temps. Donc, on a notre interface de saisie manuelle, une seule formation qui sert à tout le monde. Aujourd'hui, je crois qu'on a près de 70 agents qui doivent être formés. Derrière la saisie manuelle, on a tout le processus d'automatisation qui fonctionne, on n'a pas de souci avec. Derrière, on a une API. Donc, l'API, elle permet de diffuser automatiquement et elle nous permet d'accéder via n'importe lequel de nos systèmes à ces données-là en temps réel. L'API, on l'utilise pour pousser via notre USB vers notre entrepôt de données et puis vers l'open data. L'API, je m'arrête 2 secondes dessus, elle est importante parce qu'effectivement, dedans, on a des services de diffusion de la donnée. Les services qui alimentent notre référentiel, je ne vous l'ai pas dit, et le référentiel, c'est un de nos premiers. On l'a fait avec Business et Décision, qui nous a accompagnés dans la réalisation de cet outil-là. Et donc aujourd'hui, Business Décision continue à nous accompagner. On est beaucoup plus autonome dans la réalisation, mais notre capacité ne nous permet pas de tout faire. On a de plus en plus d'outils qui doivent venir alimenter nos référentiels. Je pense notamment au référentiel des tiers. Mais au référentiel des interventions, on nous demande de plus en plus aussi d'intégrer des choses dedans. Et donc le fait d'avoir un partenaire démultiplicateur, ça nous permet effectivement de gérer les surcharges et d'avoir notre capacité interne au maximum et pour autant de ne pas être limité. Je reprends. Sur la partie Open Data, elle est importante, c'est notre hub de diffusion. On ne tient à jour que l'Open Data. Derrière, tous les partenaires qui nous demandent des dispositifs d'aide, il y en avait 3 au début, maintenant on est rendu à 5 et il y en a un 6e qui est en train de rentrer. Ils passent par l'Open Data, ils créent des connecteurs et ils mettent à jour automatiquement les données. Notre site web, en fait, est entièrement alimenté par le référentiel des interventions et donc une mise à jour permet de diffuser partout. Juste petit exemple, ça c'est notre site web, donc c'est la vue d'une intervention sur notre site web dans le moteur des aides. Ça, c'est BP, les aides, c'est aide entreprise, donc le site de l'État sur toutes les aides aux entreprises. Là, c'est aide territoire, le site de l'État sur toutes les aides aux collectivités. Là, on a appel à projet recherche, tous les appels à projet recherche au niveau national, où on a nos données dedans aussi. Et on a Entreprise Pays de la Loire, le site de la région et de la CCI spécialisé sur les aides aux entreprises. Voilà. 25, on est juste dans les temps. J'ai été un peu trop long du coup parce qu'il manque du temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions ? Ça m'aurait intéressé que vous ayez des questions. Bon, merci beaucoup. Ah, si. Oui.
Merci. Bonjour, Laure Huguenard, Région Centre. Juste peut-être une petite question sur l'effort d'animation, de pédagogie qu'il y a eu à faire, au-delà des outils, hein, mais pour que tout le monde se mette en ordre de marche pour jouer le jeu et Ouais. contribuer. Alors, sur la partie formation, nous, ça fait partie du volet gouvernance chez nous. On a eu effectivement la mise en place du référentiel au début, donc beaucoup de séances de formation et puis surtout du temps open bar. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les agents ont la moindre difficulté, quasiment quelle que soit l'activité, j'essayais de m'interrompre pour prendre les appels et voilà, récupérer que ce soit sous Teams, systématiquement au partage d'écran. En fait, la consigne que je m'étais fixée et que j'ai toujours dans l'équipe, c'est on ne fait pas pour les agents. Donc quand un agent a un besoin, on arrête ce qu'on est en train de faire, on se met en partage d'écran, on l'accompagne et c'est lui qui fait. Et ça a été efficace parce qu'aujourd'hui, on a assez peu de demandes d'agents, ils utilisent tous le système, il n'y a eu aucune résistance en termes de conduite au changement. Le fait d'avoir quelque chose de cadré et simple, ils étaient preneurs, donc ils ont été nombreux à faire les formations, ils ont adopté l'outil sans souci. D'autres questions ? Bon, eh ben, je vous remercie. Très bonne journée.